Alors, mon beau-père, on continue? Allons-y avec Okiya. Avec une équipe encore très jeune, la saison qui s'en vient sera sûrement l'occasion pour les joueurs du Canadien pour les Canadiens de faire leurs expériences pour écrémer le talent et décider qui garder pour l'avenir. À quel moment d'une reconstruction doit-on commencer à ajouter des joueurs d'expérience ou de niche? Personnellement, je crois que tu commences à faire ça lorsque tu sens que ton noyau de jeunes joueurs est pas mal rendu à maturité. Quand je dis maturité, je ne dis pas nécessairement 29 ans. Je dis simplement que là, tu te rends compte où ça s'en va, puis tu te dis, il y a peut-être juste besoin de ça. Il y a peut-être juste besoin de ça. Et parce qu'avant ça, ce que tu fais, tu risques d'enlever du temps de glace à tes jeunes. Tu risques peut-être de dépenser de façon un peu folichonne et puis que finalement, ton équipe n'est pas rendue là. Puis il y a bien des équipes qui ont fait l'erreur de le faire. À date, le Canadien n'a pas fait cette erreur-là. Le Canadien ne donne pas l'impression d'une équipe qui pense être rendue là. Alors, c'est pour ça que les acquisitions qu'on va chercher, ça demeure des acquisitions d'avenir. On prend Zachary Bolduc comme exemple. À l'époque, on avait essayé Doc Newhook, qui était des jeunes joueurs. Mais il n'y a pas un geste qui a été fait par le Canadien dans le but d'aller chercher un joueur de 28-29 ans qui peut aider à gagner la Coupe maintenant, parce que je crois qu'on ne pense pas être rendu là. Est-ce que Sidney Crosby pourrait être l'exception? Ça, Sidney Crosby, c'est un autre sujet. On en a parlé souvent. Mais simplement, l'idée de dire on va aller chercher, je ne sais pas moi, puis là, je donne un agent libre de l'été dernier qui était assez proéminent, Mitch Marner. T'sais, le Canadien n'était pas rendu au fait de dire on va aller chercher un Mitch Marner. Mais éventuellement, ça va prendre des Corey Perry, ça va prendre des gars comme ça aussi, là. Des vieux routiers, là, dans des rôles secondaires. Là, en ce moment, il n'y en a pas tant que ça. On leur souhaite de faire des meilleures acquisitions que les Oilers d'Edmonton ont fait. Ah oui. Bon. Fait que j'aime beaucoup Jeff Skinner, là, les auditeurs de longue date savent pourquoi. T'as aimé. Oui. Mais Jeff Skinner, là, c'est pas une acquisition de premier plan si t'es proche de gagner la Coupe. Une question de Philippe Gay. Les gars, on aimerait, si c'est possible, que vous fassiez l'autopsie de la grosse erreur d'avoir repêché Méchard au lieu de Kulich. C'est tellement inexcusable. Kulich est beaucoup plus gros que Méchard et il a tous les atouts pour être un solide attaquant pendant 10 ans. Hughes et Gorton font une excellente job depuis le début, mais ce choix de Méchard annoncé par Martin Lapointe, tout fier sur le podium, est inexplicable compte tenu du reste de la feuille de route de la direction. Ben, je veux juste, si tu me permets, là. Puis oui, Simon, tu l'avais. Tu avais ce choix-là. Moi, j'avais Hudson pour d'autres raisons. Oui. Mais d'arriver puis de prendre un mauvais choix du Canadien puis le comparer au meilleur joueur après, il faut faire attention aussi, là. Parce qu'il y a beaucoup de gars qui sont disponibles rendus là également. Grosse erreur pour moi à 26. Tu sais, puis Kulich, ça reste quand même approuvé. Mais à 26, l'erreur est moins grosse que de repêcher dans le top 5 puis rater ton coup. Oui, sauf que Kulich, ça serait éventuellement, puis peut-être même dès cette année, le deuxième centre du Canadien. Et là, c'est sûr que quand on analyse globalement ce qu'une direction fait, on va toujours trouver des mauvais coups. Oui. Sauf que là, l'idée, c'est que on nous demande de faire l'analyse d'un mauvais coup. Et il faut l'analyser. Et moi, je dois te dire, ce qui m'a frappé, c'est pas nécessairement l'idée de dire il y avait également Isaac Howard qui était disponible, puis peut-être qu'Isaac Howard il a gagné le trophée au Baby Baker. Non. Moi, la raison pour laquelle je trouve que c'est une tâche au dossier, c'est parce qu'il y avait un comparable. Ouais. Méchard et Kulich. Il y en a un qui est slovaque, il y en a un qui est tchèque. Ils jouent dans le même calibre de jeu. Okay. Et on décide de prendre Méchard alors que Kulich est là. Alors, tu sais, c'est pas l'idée de dire ils ont pris un attaquant au lieu d'un défenseur ou ils ont pris un gardien au lieu d'un attaquant. Ils avaient vraiment des comparables, mais ça veut dire qu'eux, ils avaient décidé que Méchard était meilleur que Kulich. Ouais. Pour moi, c'est une erreur lorsqu'on l'analyse dans une bulle. Oui. Et puis, il n'y a pas... Il n'y a pas d'excuse. Moi, si Hudson n'avait pas été disponible, j'aurais été fâché. Parce que rappelle-toi. Hein, oui, là, tu aurais dit pourquoi ils n'ont pas pris. À 26, moi, c'était comme... Il y a Winbeck qui a été pris en début de deuxième ronde. Mais Winbeck, j'ai pas de problème avec ça parce qu'on s'est dit, bon, c'est le début de la deuxième ronde, on voyait un rôle pour lui, peut-être qu'il va l'avoir, ce rôle-là.
Et puis là, encore là, arriver et dire, oui, mais 3 choix plus tard, je suis d'accord avec toi, Mathias, on ne peut pas commencer à dire, 3 choix plus tard, il y avait un gars qui est meilleur que Beck. C'est juste que Méchard et Coolidge, pour moi, c'était quasiment des frères jumeaux et ils prennent le mauvais. Oui, des frères jumeaux. Non, mais... Coolidge, il mangeait dans l'assiette de Méchard. Là. Il en laissait pas beaucoup. Puis je suis pas en train... Écoute, ça a été un mauvais choix. Oui. Mais c'est juste des fois de faire attention, de comparer. Puis ça arrivait souvent, tu prends le joueur... Puis, disons, Kotkaniemi. Ouais. Tout le monde voulait Zadina. Puis là, tout d'un coup, Tkachuk devient le meilleur joueur, puis on se dit, pourquoi pas un au lieu de l'autre? C'est juste de faire attention à ça. Oui, mais dans ce cas-ci, je pense que c'était l'évidence. Parfait. On continue. J. Gagné. Mathias mentionne souvent que les défenseurs sont un rouage plus important que les attaquants dans le succès d'un club. De plus, les défenseurs d'élite jouent 33% plus que les attaquants d'élite. Pourquoi est-ce qu'ils sont constamment boudés lorsque vient le temps de gagner le trophée du joueur le plus utile? Le Hart, le Lindsay ou le Pearson? Depuis Bobby Orr en 1975, on a accordé 100 fois l'un ou l'autre de ces trophées. Un seul défenseur a réussi à le gagner, Chris Pronger, 1 sur 100. Oui, tu vois, je savais bonne pas question. Ça, qu'il y avait juste puis d'ailleurs, ton Zach Horvat à Gatineau dans le temps, je le mettais à défense pour cette raison-là, puis sa mère pensait que je le mettais en punition. Puis je disais, non, regarde, j'aime mieux l'avoir 33% du temps sur la glace que 25%. Mais c'est une bonne question. Puis souvent, ceux qui votent, c'est pas facile. C'est pas tout le monde comme Simon qui regarde tous les matchs. Et là, quand on demande aux médias de voter, ils vont y aller, évidemment, pour le plus spectaculaire, les points, les indices plus tangibles. Mais évidemment que je trouve que le défenseur le mériterait plus souvent. En effet. Tu sais, Makar, là, on lui dit, il va avoir son Norris. Ah oui, mais... Ouais. Peut-être qu'éventuellement, il va y avoir des trophées qui vont se rajouter ou... Ouais. Enfin, mais c'était quand même... je savais qu'il n'était pas gagné souvent, ce trophée-là, par des défenseurs, mais je ne croyais pas que c'était 1 sur 100. Pierre-Alexandre Turgeon. Est-ce que Chabanov est une potentielle carte cachée pour la course au Calder, le top 3? Bon, alors Maxime Chabanov des Islanders de New York a 25 ans déjà. Il est encore éligible au Calder. Je crois que c'est sa dernière année parce qu'il faut avoir moins de 26 ans pour le gagner. C'est un gars de 5 pieds 9, 167 livres qui est extrêmement doué, mais extrêmement doué. La question est de savoir, est-ce qu'il va être utile aux Islanders? Et ce que je veux dire par utile, c'est que c'est bien beau être doué, faire quelques jeux dans une année qui vont faire les manchettes des réseaux sociaux. Ouais. Mais est-ce que vraiment c'est un gars que tu vas pouvoir mettre sur la glace à 5 contre 5, soir après soir, et que Chabanov va être utile aux Islanders? La réponse, je ne l'ai pas. Parce que les joueurs de la KHL de cet âge-là, on a eu un Panarin qui est arrivé et qui a vraiment est devenu une grande vedette. Mais il y en a eu d'autres comme Shipachev ou Gusev, Nikita Gusev, qui sont arrivés à peu près à cet âge-là et qui ont floppé. Alors, les Russes, je ne sais pas. Là, on parle encore d'un joueur quand même petit. Et un petit joueur, il doit être extrêmement bon pour valoir son pesant d'or, surtout à 5 contre 5. Sébastien Houd. Trevor Connolly rendu à 19 ans. Manque de masse musculaire. Ça devient inquiétant pour un joueur de hockey professionnel. Il ne croit pas au gym et à l'alimentation. Personne ne s'occupe de lui? Oui, il y avait 2 questions sur Trevor Connolly. Il y en a quelqu'un d'autre qui me demandait si je le voyais encore top 6. C'est drôle qu'il y a des gens qui semblent avoir tourné la page sur ce gars-là. Il me semble qu'on a parlé de son physique aussi la semaine dernière. On parle tout le temps de ça, mais là, je comprends la question. Ah, elle est différente? Oui, il ne croit pas au gym et à l'alimentation. Alors, l'auditeur se dit comment ça se fait qu'un gars qui s'en va dans la NCAA, alors qu'on nous dit toujours que dans la NCAA, il y a plus de temps pour aller au gym que dans la Ligue junior canadienne. Bon, OK. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Vegas qui fait le suivi? Est-ce que Connolly est dédié à ça? Ah. Est-ce que Connolly a peut-être une charpente que c'est plus difficile pour lui de gagner du poids? Ça, je ne sais pas, mais j'avoue que oui. En ce moment, la seule chose qui m'inquiète de Connolly, ce n'est pas s'il est de calibre, parce que j'ai vu dans la Ligue américaine qu'il était capable de faire des jeux, même à 18 ans quand il est venu. Mais à un moment donné, le gars va falloir qu'il prenne 15-20 livres. Parce que sinon, il va être tout le temps sur le derrière. Et souvent blessé.
Alors, je ne sais pas. Il faudrait poser la question à Vegas si on fait un suivi. Mais, tu sais, Vegas, ils n'ont pas beaucoup d'espoir. C'est leur joyau. Occupez-vous-en. Appelle donc Pag, Vegas, là. Sérieux, c'est pour une bonne cause. C'est quand Ok. même un joueur important pour Mathias et le Serpent. Desmond Decker. Eric Polkamp à San Jose. On en pense quoi? Eric Polkamp, qui va être un candidat au trophée Hobey Baker cette année, c'est sa 3e saison à Denver. Il a gagné le championnat. C'est un défenseur droitier choisi en 5e ronde par les Sharks de San Jose en 2023 et qui a 21 ans quand même déjà. Donc, il en serait normalement à sa 2e saison dans la Ligue américaine. C'est un gars de moins de 6 pieds qui est bâti comme un tank et qui a vraiment son potentiel offensif ou son jeu offensif s'est beaucoup amélioré dans les dernières années. Je pense que Polkamp, éventuellement, surtout avec le besoin de défenseurs qu'on a à San Jose, pourrait devenir un gars de 3e paire et bon dans le 200 de la patinoire. OK. Pour un choix de 5e ronde, ça serait absolument merveilleux. Je vois peut-être un défenseur numéro 5 ou 6. Un carrier? Pardon? Un carrier? Tu veux dire en fait d'impact? Ouais. En fait d'impact, oui. C'est pas le même genre de joueur, mais en fait d'impact, quelque chose comme ça. Zachary Lalonde. Matt Savoie aux Oilers. Pourrait-il être cette carte cachée du Calder? Ben, on n'en a pas parlé la semaine dernière. Oui, on dans en a parlé. on en a parlé de On en Savoie. a déjà trop parlé. Ouais. Regarde, Savoie, petit joueur habile qui a... Peut-être qu'on a toujours vu plus gros qu'il est en réalité, puis je parle pas physiquement, je parle au point de vue attente. C'est un gars, il est arrivé dans la Ligue de l'Ouest, et puis on se disait, c'est la future vedette de la Ligue de l'Ouest. Il a été bon, mais il n'a pas vraiment été une grande vedette. Il est arrivé dans la Ligue américaine, il a été correct, mais il n'a rien dominé. Là, on a fait l'échange avec Buffalo. Oui. On a donné Ryan McLeod. D'après moi, à court terme, c'était une grossière erreur, parce que McLeod, souvent dans un 7e match de Coupe Stanley, c'est un gars qui peut faire une Oui. différence. Mais surtout que les Sabres ont beaucoup de chance d'être dans les 7e matchs de la Coupe Stanley. As-tu vu qu'on n'en a pas parlé dans Mais notre épisode? il y a quel âge, là, savoir? Ben là, il y a 21. Il y a 21. Il y a 21. Il va falloir cette année, là... Pourquoi il n'a pas joué l'an dernier? Les Oilers, ils ont un trop plein d'alliés? Ou... Ben, je pense qu'il y avait peut-être peur de confier confier un poste régulier à un joueur si jeune, alors qu'on était à la recherche de la Coupe. Mais cette année, on n'a pas le choix à cause du plafond salarial. On n'a pas le choix avec les départs de certains joueurs. Tu sais, Edmonton, je trouve pas que c'est super bien géré, là. Est-ce qu'il peut être une carte cachée pour le Calder? C'est ça la question. Regarde, à moins de se retrouver avec McDavid puis faire 60 points, là, je pense pas. Puis les chances que Matt Savoie fasse 60 points, d'après moi, sont extrêmement, extrêmement minces. Ben, déjà, Mais- il faut qu'il fasse la Ligue nationale. Mais je n'ai pas lancé la serviette à savoir s'il va faire la Ligue nationale. OK. Mais de là à le mettre comme un candidat au Calder cette année, je pense pas. Morin Jean. Morin, Jean? J'assume que c'est Jean Morin, mais enfin, c'est écrit Morin Jean. À la fin de l'épisode 1, par rapport à une hypothétique arrivée de Crosby avec les Canadiens, Simon demande si le jeu en vaut la chandelle, mais il ne répond pas à sa propre question. Ah. Qu'en est-il si Crosby vient avec les Canadiens et que les Canadiens gagnent la Coupe? Ça clôt le débat. Dans le cas contraire, les Canadiens compromettent-ils leur reconstruction, surtout si un gars comme Hage est échangé? Moi, je pense pas qu'ils compromettent leur reconstruction en échangeant Hage puis Non. en achetant Crosby. Est-ce que ça va donner la Coupe? Edge n'est pas la pièce maîtresse, Non. là. Tu sais. Non. Est-ce qu'ils vont gagner la Coupe avec Crosby? Crosby, il y a au moins 3 ans. Ouais. Écoute, il ne faut jamais dire jamais. C'est pour ça que je suis hésitant. Je suis hésitant parce que d'un côté, oui, ça améliore le Canadien à court terme. Oui, ça crée quelque chose de formidable dans le sens que tu as un joueur quand même encore... Une légende encore efficace vient jouer. Là, on ne parle pas d'un joueur en fin de carrière. Oui, il est en fin de carrière, mais je veux dire, on ne parle pas d'un joueur qui est rendu à 35 points. On parle d'un joueur qui est encore à 90 points. Peux-tu parler? Oui, vas-y. Et moi, je sais On pas. parle toi. d'Age, là. Ouais. Les Golden Knights de Vegas, ça n'a pas été leur meilleur. Ont échangé Nick Suzuki Ouais. pour Max Pacioretty. Ça a-tu nuit en leur chance de gagner des Coupes Stanley? Ben, ils Puis n'ont d'être gagné une. aspirants? Mais est-ce qu'ils n'ont gagné peut-être une deuxième? On ne sait pas. Mais ils non, n'ont gagné mais une ça n'a pas pareille. été... Oui, mais tu Non, les mets encore dans tes favoris, regarde, là, regarde. tu sais. Non, regarde. Age, si t'échanges Age pour Non, non. Crosby, il n'y a pas de problème, là. Non. Autrement dit, même si le Canadien ne gagnait pas la Coupe avec Crosby, On parle pas de Demidov, là. oui,
Considérant le trou béant au centre à Montréal. Parfait. Oui, puis Go. même s'il la gagnait pas avec Crosby, mettons, dans les 3 années qui suivent, ça n'empêchera pas de gagner la Coupe à l'an 4 ou à l'an 5 si Michael Hage n'est pas là. Et l'influence positive de Crosby sur ce jeune groupe-là, inestimable, parce qu'il va continuer à vivre en eux pendant les 10 prochaines années. Ouais, ça Non, Mathias, ça, Non! on est un petit peu dans la liste au pays des merveilles. Non, là, non, mais- non. On demandera à nos Max Talbot et à nos anciens joueurs l'influence positive d'un joueur sur un jeune groupe. Tu veux avoir Oui, des mais exemples qui s'en positifs. va après qu'il est parti. À un moment donné, il est parti. Non, C'est mais ça, il mon va, point. avoir aidé à développer des belles habitudes. Regarde, Suzuki qui le côtoie aux Olympiques, ça peut-tu avoir un effet semblable ou ça sera même pas proche? ouais, mais Suzuki... Suzuki est déjà à maturité, là. Suzuki, il a 26 ans. Ouais. Là. On n'a rien à y Mais reprocher disons à sur Suzuki. Demidov. mais, Là. ouais. Disons qu'il prend Demidov sous son aile là, pendant 3 ans. Là. C'est bon. Hugo Hamel. Bonjour, messieurs. Considérant les rumeurs d'expansion à 34 clubs d'ici 2030, voyez-vous cela comme une menace à la fenêtre d'opportunité du CH d'une quelconque manière? Quels impacts y voyez-vous sur la gestion des actifs de Hughes et Gorton? Regarde, moi, je dirais qu'il n'y a aucun impact. Je vais te dire pourquoi. Il y a 2 façons dont tu peux impacter, une équipe d'expansion peut impacter. Bien, premièrement, si tu es une équipe poche, bien, ça peut t'empêcher d'avoir le premier ou le deuxième choix. Alors, le Canadien est passé cette étape-là. Donc, quand même qu'une équipe poche arrive, bien, elle ne prendra pas la place du Canadien dans le top 3 du repêchage. Et ensuite, comment tu peux être impacté? C'est en perdant un joueur par année. Le Canadien, donc, perdrait 2 joueurs. Mais tu sais, si c'est bien géré, contrairement à ce que des équipes ont fait en 2017 là, avec Vegas, si c'est bien géré, le Canadien va perdre 2 joueurs marginaux. Alors non, ça n'a aucune influence. Ben, avec le nombre de bons joueurs qu'ils ont, s'il y a une expansion dans 2 ans, mettons, il va y avoir des choix douloureux. Là. Ouais. Ouais, mais admettons qu'ils perdent Kirby Dach. Là. Non, ils perdent Goulet. Ah, avec l'histoire des Mais là, tu défenseurs vois que et tu sais, tout. Dobson, Ouais, Hudson. mais tu sais quoi? Je compte sur Kent Hughes pour naviguer autour de ça. Ah, c'est sûr. Bon. Mais on laisse pas. Pascal Turcotte. Voici ma question. On parle souvent du leadership dans l'évaluation d'un joueur. Qu'est-ce que cela signifie pour un joueur de hockey dans l'évaluation d'un espoir? Oui, c'est intéressant comme question parce que, puis Mathias, tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Un joueur junior qui est évalué, il est évalué à 17 ans. OK? Alors oui, il y en a qui sont déjà des leaders nés, Ouais. mais il y en a qui sont encore, tu sais, il y a une hiérarchie dans le hockey junior. Quand tu as 17 ans, là, à moins d'être le meilleur joueur de l'équipe et de faire 100 points, en général, c'est pas toi le leader de l'équipe. Alors, c'est quand même assez difficile de voir si un jeune de 17 ans a de la graine de leader. Alors que dans la Ligue nationale, quand les gars sont rendus à 25, tu le sais. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est à prendre et à laisser, mais en parlant aux entraîneurs, en parlant aux coéquipiers, ce que les recruteurs font, bien, il y a certainement moyen de savoir qui est un leader et qui est un suiveur. Mais un suiveur, je ne le dis pas de façon négative, tu ne peux pas avoir 20 capitaines dans une équipe. Tu veux pas 20 suiveux non plus. Tu veux pas 20 suiveurs non plus. Ça te prend, non, mais ça te prend une bonne, un bon équilibre, puis où chacun a sa place. Ouais. Guillaume Gravel. Simon a plusieurs fois déclaré que Demidov est le meilleur attaquant repêché par le Canadien depuis Guy Lafleur. Or, Steve Shutt et John Leclerc ont été repêchés après lui. Demidov a-t-il vraiment le potentiel de faire mieux que 5 saisons consécutives de 40 buts, dont 3 de 50, ou 9 saisons consécutives de 30, dont 3 de 40 et 1 de 60? Je pense que tu parlais plus de potentiel à 18 ans. Leclerc, en Ouais. passant, il a été bon à Philadelphie. Il a été bon en série de la Coupe Stanley 93, mais il a pris son envol avec Lindros par la suite, puis oui, il a compté 50 buts. Mais en tout cas... Moi, je parlais des deux. OK. Parce qu'évidemment, le résultat de la carrière a quelque chose à voir là-dedans. Tu sais, si Steve Shutt avait eu la carrière de Guy Lafleur, mettons, ben là, j'aurais dit depuis Steve Shutt. Oui, mais C'est- Shutt mais- jouait avec un des plus Bon, grands joueurs de l'histoire Steve aussi. Shutt, Là. bon, ensuite de ça, les points étaient plus difficiles et plus faciles à scorer à l'époque de Steve Shutt.
Et puis Leclerc, lui, il a vraiment profité du fait d'avoir joué avec Lindros pendant quelques années à Philadelphie. Regarde, Schott a 817 points en 930 matchs. Donc oui, il y a des saisons c'est ça, 9 consécutives de 30. Mais on parle d'un gars qui n'a même pas eu un point par match à une époque où les points rentraient tout seuls contre des équipes minables comme les Capitals de Washington. Et des gardiens qui gaulaient debout. Et voilà. Quant à John Leclerc, ben, c'est une autre bébite. John Leclerc, il a eu ses bons moments avec le Canadien, mais en général, il n'était pas devenu l'ailier de puissance qu'on attendait. C'est pour ça que Serge Savard l'avait échangé. Puis, il y a eu quelques bonnes saisons, mais c'est pas un gars non plus qui transportait son équipe sur ses épaules. Alors, quand tu regardes le potentiel, la carrière qu'ils ont eue, la carrière que je prépare pour Demidov, oui, d'après moi, Demidov est le meilleur joueur repêché depuis Guy Lafleur. Et si tu nommes Leclerc, ben nomme Stéphane Richer. Ben, Deux saisons de 50 buts, là, ouais. À ce compte-là, oui. C'est ça. Sébastien Auclair. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de Philippe Eriksson, qui semble avoir un solide début de saison? Quel est son potentiel? Plus ou moins élevé que Koivu? Là, Philippe Eriksson, on en a parlé souvent, puis c'est correct de répondre aux questions parce qu'il revient dans l'actuel. Il est rendu à combien de points, là? Il y avait 7 points en 2 matchs. Là, il est rendu à 7 points en 4 matchs. OK. Alors là, ça va se calmer un peu. Avec explique, là. Réexplique, Simon, puis c'est correct. La question est correcte, là. Mais réexplique, là, qu'est-ce qu'il y en est. Philippe Eriksson, c'est un gars qui a été repêché en 7e ronde par le Canadien. Et là, le gars, cette année, ou même l'année passée, il jouait en 2e division en Suède. Ouais. Et puis, il a quand même eu une saison correcte, c'est bien, à l'âge de 20 ans, mais on rappelle qu'à l'âge de 20 ans, c'est l'âge où les gars sont supposés arriver dans la Ligue américaine. Et là, il va avoir 21 ans en novembre. Il est monté dans la Ligue de Suède. Ouais. Et il a eu 7 points à ses 2 premiers matchs. Et là, les réseaux sociaux se sont enflammés de faits saillants de Eriksson, qui, en passant, n'est pas un choix de 7, mais un choix de 6. Je viens de me tromper. C'est un joueur de centre qui travaille fort. Mais... C'est important de travailler fort. Oui, c'est important. Est-ce que le potentiel plus ou moins élevé de Koivu? Moi, je pense que ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce qui fait dire que les 7 points ne valent pas grand-chose? Bien, allez voir la liste des meilleurs marqueurs de la Ligue de Suède, là, puis vous allez comprendre. À 20 ans, 21 ans, oui. Bon, oui. Mais il y a un truc que tu vois qu'il n'y a pas. C'est quoi? Il joue dans une ligue où les gestes qu'il fait ne passeront pas dans la Ligue nationale parce que dans la Ligue de Suède, les joueurs jouent de façon trop soft. Et ce qu'il essaye de faire, Philippe Eriksson, les maniements de bâton, les percées dans l'enclave, il va se faire barrer la route dans la Ligue nationale. Il y a du Philippe Méchard dans le nez, là. Ouais. Alors, pour moi, c'est... Méchard, en Suède, ça cartonnerait, là. Peut-être. C'est le style. Voir la périphérie, ouais. C'est ça. Eriksson fonce plus au filet, ouais. Mais il va se faire bloquer le chemin. C'est pas un gros joueur. C'est pas un gars non plus qui quand on analyse ça, il faut que les aptitudes soient exceptionnelles. Il faut que les mains soient exceptionnelles. Il faut que le lancer soit exceptionnel. Il faut que le coup patin soit exceptionnel. Il faut que tu aies un de ces ingrédients-là. Eriksson, il n'y a aucun de ces ingrédients-là. Puis là, regarde, 2 matchs en septembre, dans un début de saison de la Ligue Suède, tu sais, le gars, normalement, devrait être au Rocket de Laval en train d'entamer sa 2e saison. Lekonen a surpassé tes attentes? Lekonen a surpassé mes attentes, mais Lekonen, il avait produit beaucoup plus tôt dans sa carrière en Suède. C'est un Finlandais qui joue en Suède. Il avait produit beaucoup plus tôt. Là, Eriksson, là, il a 21 ans. Il a 21 ans. Il a 20, là. Attends, il n'a pas fait... Il va avoir 21 en avance. Oui, mais il n'a pas soufflé ses chandelles encore. Mathias, c'est sa saison de 21 ans. Ouais. OK? On voit ça comme ça. Là, c'est un gars qui est né en 2004. Ouais. OK. Alors, Philippe Eriksson, là, s'il vous plaît, essayez de vous immuniser quand vous allez passer... il y a un vaccin? Il y a le vaccin Eriksson. Parce que toi, tu as trouvé le vaccin Kapanen. Oui. Tu as trouvé, il y a plusieurs années, le vaccin Norlinder. Et là, les nos scientifiques travaillent très fort pour le vaccin Eriksson. Les vaccins à Eriksson, les vaccins Kapanen, tu sais quoi? C'est d'écouter Mathias et le serpent, puis moins regarder les faits saillants qu'on nous montre de la part de gens qui s'enthousiasment très rapidement. Fait que donc, tu es en train de dire qu'on est des scientifiques à notre façon? À notre façon. OK. À notre façon. Simon Lerat.
Encore? Ah, c'est Lui, un il de nos... change de nom. Je l'adore. J'ai été surpris de voir Cameron Schmidt, que certains voyaient sortir en fin de première ronde, à être repêché en fin de troisième ronde. A-t-il dégringolé autant parce que la tendance est de construire une équipe avec des gros joueurs ou bien qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent pourquoi Schmidt a tant chuté? C'est sûr que les gros joueurs ont priorité. La preuve, si j'ouvre une parenthèse, si je ne m'abuse, puis peut-être que des auditeurs vont me corriger, mais dans le repêchage 2025, il n'y a pas un défenseur en bas de 6 pieds qui a été repêché. Hein? Oui, si Pour j'ai la bien thune? compris. Non, en 2025. En 2025, Ouais. excuse-moi. Alors, Cameron Schmidt, il mesure 5 pieds 7. La question est de savoir encore, est-ce que c'est un DeBrincat ou un Caulfield en devenir? Il y a un petit côté explosif, oui, mais il n'y a pas un patin exceptionnel, ce qui pour un gars de 5 pieds 7, normalement, est quelque chose qui c'est quasiment un prérequis. Il a obtenu 40 buts en 61 matchs, mais le gros problème de Cameron Schmidt, puis même s'il a amélioré cet aspect-là de son jeu en deuxième moitié de saison, il y a une tendance à être très individualiste. Il y a une tendance à être, je te dirais, plus ou moins indifférent sans la rondelle. Son sens du jeu est relativement poche. Et alors, bien qu'il y ait eu une certaine amélioration, il y a vraiment, vraiment des croûtes à manger, ce gars-là, avant de pouvoir atteindre la Ligue nationale. Puis c'est pas simplement le 5 pieds 7, c'est tout ce que je lui... Il aurait mesuré 5 pieds 11, puis je pense que je t'aurais fait la même C'est pas analyse. fin pour les parents de Cameron, ça? Que son sens non. du jeu est poche. Ben oui, mais... Tu sais, nous autres, on dit Pense les aux choses... parents. Je le sais, c'est plate, mais on dit les choses telles qu'elles sont ici. On n'en veut pas personnellement aux joueurs, on ne les connaît pas. On est là pour informer les auditeurs qui souvent veulent savoir quoi faire dans leur pool de hockey. Ouais. Puis, alors, Ils sont peut-être abonnés. Alors, j'ai des opinions bien arrêtées des fois. Puis, tu sais, si Cameron Schmidt atteint la Ligue nationale et puis qu'il fait 30 buts par année, je vais être le premier Ça, c'est sûr. à faire un mea culpa Ouais. puis à dire, écoute, Cameron et les auditeurs, je m'excuse de vous avoir induit en erreur. Tu n'étais pas un joueur gadget. Voilà. Julien Grandmaison, croyez-vous que, d'une certaine façon, le rendement de Florian Jacquet risque d'éventuellement pousser Harbour à l'extérieur de Montréal, étant donné le risque moins élevé d'avoir ce type de joueur sur le quatrième trio plutôt qu'un défenseur? J'ai hâte de voir, là. Il a perdu du poids, il est plus mobile. Évidemment, ça ne change rien à la prise de décision de Jacquet. Martin Saint-Louis semble encourager, mais évidemment, on va faire attention, c'est un camp d'entraînement. Mais tu peux... Si Jacquet il fait le minimum pour s'accrocher à un poste de 6, tu veux avoir les deux dans la formation. C'est sûr. Mais là, écoute, la balle est dans le camp de Harbour. Ben moi, je me dis, est-ce qu'automatiquement, l'un doit aller sans l'autre? Pourquoi tu n'aurais pas les deux? Ben c'est ça, c'est Ouais, des positions c'est ça. différentes. C'est ça, exactement. Sûrement qu'il voit l'opportunité d'utiliser comme une monnaie d'échange, mais... Non, mais probablement qu'il se dit, déjà, Harbour est peut-être plus vulnérable défensivement. Là, si on a un autre gros Jacquet, on n'a Ouais. plus besoin de... Mais dans un monde idéal, tu as Harbour qui tient son bout à défense comme 6, et tu as Florian. Puis là, ça vient fatiguant en tabarnouche Ben pour oui. l'adversaire. Ouais. Mathieu Lisotte, question pour les prochaines semaines. Dans le passé, Bon, ben, on se reprend dans quelques semaines. Parfait. Question suivante. Mais tu vas voir, Mathias, c'est une question qui ressemble un petit peu à quelque chose dont on a discuté, mais avec un angle légèrement différent. dans le passé, Simon disait que pour que le CH soit une équipe aspirante, Nick Suzuki devait être le 4e meilleur attaquant. Il voyait Slavkovski devenir une des 3 meilleures et Demidov aussi. Considérant que Suzuki est un centre de 89 points, que Slavkovski progresse tranquillement et que le CH n'a pas eu et n'aura probablement pas d'autre choix top 5 pour ajouter, quel serait cet organigramme d'équipe gagnante de la Coupe Stanley? J'aimerais que l'exercice soit fait à l'attaque comme à la défense. Bien, l'organigramme, ça revient un petit peu à nos joueurs d'impact. Mais je pense que l'organigramme, idéalement, tu voudrais avoir Demidov comme numéro 1, comme meilleur attaquant. Ouais. Et ensuite, idéalement, tu voudrais en avoir peut-être au moins un autre avant Suzuki. OK, je suis prêt à le monter de 4 à 3. Mais est-ce que ce gars-là existe en ce moment dans les attaquants du CH?
pense Tu es pas. correct avec Suzuki à 2, puis tu regardes après, là, si tu veux former un comité avec Caulfield, avec Slaff, avec compagnie, c'est pas si mal. Regarde, moi, je fonde de grands espoirs en Zarovski. Le gars a des mains incroyables. Puis il peut jouer au centre. Puis il peut jouer au centre. Moi, je dis Gaucher, ce tiens, gars-là- en passant. Ouais. Gaucher. Moi, Pas- ce gars-là, là, il me... Bon. Ah, la progression qu'il y a eu l'année bon. passée, il me fascine. Puis je souhaiterais que ce gars-là s'infiltre dans le top 3. Que ce soit avant ou après Suzuki, j'aimerais bien ça que ce Écoute, gars-là la soit barre dans le top est haute. Là. Suzuki, il commence à être dans le terrain de jeu de Braden Point. Là. Oui, mais ça, on en a parlé souvent. Mathias, il y a vraiment toutes les opportunités. Il est premier trio, premier Ben avantage oui, mais numérique. Point aussi. Tu sais, Puis il oui, joue avec Kucherov. Oui, Fait mais... que, tu sais, Oui, oui. Suzuki, Mais de toute façon, Demidov, c'est pas gênant. Mais Là. de toute façon, moi, je sais. Regarde, moi, je te dis juste que idéalement, là, écoute, je suis prêt à l'upgrader. Là, Parfait. je suis prêt à... Mais j'aimerais ça qu'il y ait quelqu'un entre Demidov et Suzuki. Bon. À la défense, Ouais. l'organigramme, ben ça, c'est plus difficile à faire parce qu'on dirait que chez le Canadien, là, on est en train de bâtir une défensive, et c'est très bien comme ça, où chacun a un peu sa spécialité. Oui. Alors, c'est difficile de dire, Dobson, es-tu meilleur qu'Hudson? Ils sont tellement différents. Ils sont tellement Goulet différents. est différent. Oui, ils sont tous différents. Randbacker Ouais. est peut-être meilleur offensivement que Goulet, mais un peu dans l'idée du défenseur défensif avec un certain potentiel offensif. Alex Carrier, je ne sais pas combien de temps il va être à Montréal, mais ça demeure quand même, pour un club champion, d'après moi, un joueur de troisième paire Ouais. qui peut être très efficace. Alors, du côté défenseur, je pense que c'est plus difficile de mettre 1, 2, 3, 4. Ouais. C'est plus l'idée de dire, on fait un casse-tête, et puis on a puis on se dit, ah, lui, il convient là, lui, il convient là, lui, il convient là, lui, il convient là. Et c'est comme ça que les brigades défensives doivent être concoctées. On parlait d'Anaheim tout à l'heure. Ils n'auront pas 6 défenseurs offensifs. Ça va prendre C'est 3. sûr. 3. Ouais. Dominique Boily, crois-tu aux chances de Cole Hudson de faire le club des Caps? Est-ce que son impact pourrait être aussi important que celui de son frère Lane à son année recrue? Bon, si on parle de cette année, Cole Hudson ne pourra pas jouer à Washington parce qu'il est encore dans l'NCAA, Ouais. il n'a pas signé son contrat. Moi, je m'attends à ce qu'il le signe à la fin de l'année et que l'an prochain, il pourrait être un candidat, je dirais, au Trophée Calder si on lui donne quand même du temps de jeu de puissance parce que c'est les points qui font foi de tout. Mais Cole Hudson, moi, très, très, très haut dans mon livre. Et je le répète, globalement, là, on ne parle pas juste de points. Globalement, je pense que Cole va être meilleur que Lane. Globalement. Zarovski, as-tu des chances d'arriver dans 2 ans? Je pense que oui. Je pense qu'il est sous contrat jusqu'en 2027, mais ça, Ah. on sait que ça, ouais, mais ça, on Parce sait que ça peut changer que si rapidement. Demidov gagne le Calder cette année, là, Ouais. ce serait le fun d'en avoir 3 de suite. Ça s'est jamais vu dans l'histoire du hockey. S'il y a ça de va la être gla- McKinnon. Regarde, il y a de la place. Il y a de la place sur le top 9 du Canadien. C'est ça dont on parle souvent. Ouais. Il en reste encore de la place. Ce n'est pas cadenassé. Age, je pense pas, là, quand Non. même. Ça serait... Et je vois pas un candidat au Trophée Calder, mais je vois un solide joueur de milieu d'alignement. Alors, est-ce que ça va être Zarovski avant Age avant Zarovski? Moi, je pense que Zarovski a plus de potentiel, Ouais. mais Age est quand même un petit peu plus en avance. Il est 1 an plus vieux et il a quand même une meilleure expérience du hockey nord-américain. Ou bien un film à la Disney. Oui? Atos Koivu Oh non. arrive, gagne le 3e Calder, son père lui remet le trophée. Et là, écoute, on parle la musique à la Écoute, fin. si Atos Koivu gagne le Oh, oh. Trophée Calder... Mais non, mais là, c'est facile, celle-là. Là. Non, Mais mais là, tu je peux veux dire- manger le studio. Non, complet, là. Là, il n'y a plus de podcast, il n'y a plus rien, là. Hein? Ben non. C'est la fin de Mathias et le Serpent? Ah, c'est la fin de Mathias, c'est le serpent, c'est Atos Bon, on Koivu. appellera ça Serpent et le Mathias. Regarde, je n'aurai pas les... Non, mais les- je joue pas avec mes émotions. Là. Ben là, dis-moi pas que t'as peur. Non. Bon, OK. Mais Age, est-ce qu'il pourrait signer dès cette année? Oui, d'après moi, il signe à la Il fin va de rejoindre l'année. l'équipe à la fin de l'année. Oui, jouer quelques matchs comme Lane Hudson avait fait, comme Demidov a fait. D'après C'est moi, oui. intéressant. L'an prochain, la question est de savoir est-ce que c'est Montréal ou Laval. Si c'est Laval, je m'attends à ce qu'il cartonne assez vite et que d'ici à Noël, il soit à Montréal. Cédric Petitpas, en termes d'attaquant ou de défenseur à potentiel offensif du repêchage 2025, quel serait ton top 10 et tes cartes cachées? Est-ce que c'est un copier-coller de l'épisode sur ton top 20 du repêchage ou certains joueurs du top 20 sont plus two-way
robuste. Bon, juste une petite parenthèse sur Michael Hage. Michigan vient jouer à Harvard au mois de novembre, fin novembre, et 2 matchs, j'y serai. Quand? Fin novembre. Quand, novembre? Je crois que c'est 28-29 novembre. Je pourrais peut-être y aller, moi. Alors, t'es le bienvenu, Mathias. Moi, je vais être là cette fin de semaine. Il faudrait essayer de se faire... Là, on voit, là, on parle, là, puis nos amis à KO vont me trouver pressé ou... Essayons d'organiser de quoi. Ce serait le fun, hein? Ben oui. Un boss, là. Un autobus, ça serait écœurant. Ouais. Alors, pour répondre à la question de M. Cédric, non, c'est sûr que quand on fait un classement de poule, ça ne peut pas être un copier-coller du top 20. Je vais expliquer pourquoi. Premièrement, lorsqu'on évalue les joueurs, on les évalue au-delà des points. Les clubs de la Ligue nationale font ça également. Sans quoi Brady Martin n'aurait pas été choisi 5e. Deuxièmement, on a le bonheur, après le repêchage, de savoir où un joueur s'en va. Et j'avais un ami qui, en fin de semaine, me demandait si Michael Misa avait été choisi par les Islanders, est-ce que tu penses qu'il y aurait eu un plus grand ou moins bon potentiel qu'à San Jose? Moi, je pense que Michael Misa, ça demeure Michael Misa, mais c'est sûr qu'à San Jose, la porte est ouverte pour lui pour jouer sur le deuxième trio, peut-être même cette année. Ouais. Alors, c'est sûr que entre Misa et Schaefer, c'est difficile parce qu'on compare des pommes avec des oranges. C'est sûr que sur la glace, je prends Matthew Schaefer. Pour un pool, ça dépend des règlements de ton pool, mais Michael Misa, il est certainement fort à considérer. Dans les autres joueurs, moi, que je considère vraiment dans le top 10, sans mettre d'ordre, un gars, moi, sur qui j'avais certains doutes, j'ai encore certains doutes, mais qui va avoir le chemin grand ouvert, c'est James Higgins à Boston. Ouais. Parce que Boston est en train de faire une réinitialisation. Carter Bear à Détroit. Mais on a été déçus d'Higgins quand même de sa saison en demi-teinte, malgré tout. Mais la porte est quand même ouverte pour éventuellement peut-être faire des points à Boston. Ouais. Ensuite, Carter Bear, un de mes préférés du repêchage. Ça, pour moi, c'est un gars, d'après moi, qui va être très efficace et sur la glace et pour les bowlers. Anton Frandel à Chicago. Pourquoi? Parce qu'à Chicago, il va il va jouer sur un premier trio, ou sur un top 6, puis il va jouer sur tous les jeux de puissance. Alors ça, c'est vraiment 5 gars, d'après moi, en qui j'ai très confiance. Dans une deuxième catégorie, Brady Martin, il a été repêché 5e. Brady Martin, pour moi, ça ne sera pas un grand producteur de points pour les poolers, mais ça va être un joueur qui amène à peu près tout. Puis si jamais Nashville, à un moment donné, se sort du précipice, du fossé dans lequel il se trouve, éventuellement, c'est d'un gars qu'on pourrait dire « Ah, lui, c'est comme Sam Bennett dans le temps. » Il y a 3 autres gars que j'aime beaucoup. Jake O'Brien, repêché par Seattle, Caleb Desnoyers par Utah et Roger McQueen par Anaheim. Le problème avec ces 3 gars-là pour un pool, c'est que Seattle est rempli de joueurs de centre. Ils ont Berkeley Catton déjà, il y a Shane Wright également, il y a Matthew Beniers, et là, à un moment donné, comment on va démêler tout ça? Il va falloir en envoyer à l'aile. O'Brien, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? C'est vraiment une réponse qu'on va avoir dans 2-3 ans. Roger McQueen, même chose à Anaheim. Je pense qu'il pourrait être un deuxième centre, mais Leo Carlson, à court et moyen terme, est le centre numéro 1. Ça peut être des monnaies d'échange aussi. Caleb Desnoyers, il y a Logan Cooley en avant de lui. Alors, Caleb Desnoyers, on fera peut-être un deuxième centre, donc un petit peu difficile. Maintenant, des gars qui vont avoir des opportunités. On a parlé tout à l'heure, Ben Kendall à Pittsburgh. Ouais. Ben Kendall, il va avoir des opportunités. Il va être seul aussi. Oui. Victor Eklund aux Islanders va avoir des opportunités. Les Islanders sont vieillissants, ils vont avoir besoin de relève à l'attaque. Porter Martin à Philadelphie, pas un de mes préférés, mais à Philadelphie aussi, il y a des opportunités. On va peut-être rapidement le monter sur un top 6. Cole Rechny à Calgary. Cole Rechny, super joueur offensif, et également dans une équipe à Calgary où on va avoir soif de joueurs offensifs. Mais si un club ne marque pas... Oui, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il fasse les points. Même si tu es dans un club là, c'est comme au baseball. Nashville, pendant c'est comme au baseball. d'années, un quatrième frappeur va aller chercher 80 points produits, même s'il n'est pas si bon que ça. Mais tu sais, Nashville a été mauvais pendant un bout, puis les jeunes, ils ne signalaient pas pour autant, là, parce qu'ils Non, mais Forsberg, au début, il a quand même il s'est démarqué. Ah Et la carte cachée, les auditeurs de longue date, ou même on en parle assez souvent, j'en ai parlé souvent l'an dernier et même aujourd'hui, ma carte cachée, Cooper Simpson. Fait que donc, Zarovski n'est pas caché. Il n'est plus caché, Zarovski. OK, non, il était caché avant le repêchage, mais il n'est plus caché. Cooper Simpson choisit 79e. Ce gars-là,
je le répète, va être un top 6 à Boston. Il va produire, puis quand on va faire des repêchages, on va dire comment ça se fait que ce gars-là est sorti 79e. Pour moi, c'est un des grands mystères des 5 dernières années au repêchage que Cooper Simpson a été choisi 79e. Je ne comprends pas. On termine avec Harkness Denis. Question pour les gars. Goulet a joué seulement 3 matchs en AHL. Aurait-il eu à gagner à y passer davantage de temps? Non. Et lui est arrivé, il a été blessé, oui. Peut-être, il n'aurait pas appris davantage à se protéger dans la Ligue américaine où c'est encore plus chaotique. Mais lui est arrivé, il était au niveau de la Ligue nationale. Là, moi, je pense pas. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est sûr qu'il y a de la misère à se protéger. Est-ce qu'il l'aurait appris plus dans la Ligue américaine? Je pense pas. Je pense que c'est le gros point d'interrogation qu'on a avec Kenny Goulet. C'est pour ça que quand tu en parles comme d'un joueur d'impact et tout, moi, j'ai rien contre le joueur, mais c'est le problème de la durabilité pour moi. C'est vraiment le problème avec Goulet, c'est la durabilité dans ce gars-là. Mais quand il est arrivé, c'était, comme on dit en termes d'informatique, c'était plug and play. Ouais. C'est un gars que tu peux prendre directement de junior. Il avait beaucoup d'expérience. Tu l'as mis à 20 ans. Il a été bien correct. C'est pas un joueur qui avait besoin d'un stage dans la AHL, comme, mettons, Randbacker en a besoin à cause du fait qu'il a manqué une saison complète. Bon. Les gars, merci beaucoup. Merci, les gars. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut.